Aujourd'hui, on va étudier un sujet essentiel, le schéma corporel, le lien avec les réflexes primordiaux et évidemment comment nous, en IMP, on travaille avec ça. Alors, une définition du schéma corporel qui n'est pas une définition officielle, ça dépend si vous ouvrez un livre de psychologie, un livre de psychomotricité, un livre de coaching sportif, il y a plein de définitions différentes. Disons que moi j'ai fait une définition, vous allez voir sur quoi je me suis basé pour cette définition dans un instant. On va dire que le schéma corporel, c'est une représentation de nous-mêmes, à la fois mentale, à la fois émotionnelle et à la fois corporelle. Et ça, c'est basé sur les sens, la manière dont je me perçois, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Évidemment, ça change en permanence en fonction de comment mon apparence physique change, en fonction de mon âge, en fonction de mes représentations mentales, de mes représentations sociales, de ce qu'elles disent sur mon corps, sur mes expériences, les douleurs que j'ai vécues, sur mon psychisme et tout un tas de choses. Ça, c'est une notion qui est absolument cruciale, que ce soit dans le domaine de la thérapie, de la psychologie, puisque la manière dont les gens se perçoivent, c'est la manière dont ils vont agir en définitive, c'est la manière dont ils vont interagir avec les autres, qui vont former leur système de croyance. Donc tout ce qui est thérapie, psychologie, quelle qu'elle soit, tout ce qui va être le domaine des apprentissages, de la psychomotricité, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, les éducateurs, les enseignants, tout ce qui est lié à l'apprentissage, ça va être absolument majeur parce que ça va créer un petit peu, là aussi, mon système de croyance de je suis capable, je suis pas capable, je suis nul, etc. Évidemment, un domaine de prédilection où on travaille le schéma corporel, c'est l'éducation physique et sportive, le sport, la préparation physique et mentale, le coaching, etc. Donc, on pourrait dire que cette notion de schéma corporel, elle va intéresser tout le monde. Toute personne qui s'occupe de la relation d'aide, dans une notion très large de ce qu'on pourrait appeler la relation d'aide. Alors, j'ai basé cette présentation, cette conférence, sur un livre passionnant sur l'apnée, donc la capacité à aller sous l'eau sans appareillage, soit de faire des longueurs sous l'eau, soit d'aller en profondeur. On a tous vu le Grand Bleu, on sait ce que c'est que l'apnée. Et en l'occurrence d'un livre qui s'appelle Apnée de l'apprentissage à la performance, qui est un livre passionnant pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, de Umberto Pellizzari. Et Umberto Pellizzari, c'est un Italien comme son nom l'indique, et c'est un des plus grands champions du monde des années 90 de l'apnée. Si vous voulez, c'est un petit peu le continuateur de ce qu'avait fait dans le film Le Grand Bleu, où on voyait Jacques Mayol, et c'est un peu ça. D'ailleurs, j'ai mis une photo où on voit Umberto à côté de Jacques Mayol. On peut dire qu'il a pris la relève. Maintenant, il y a des nouveaux. Les Français sont excellents en apnée. On a des champions du monde en apnée qui sont excellents. Donc voilà. Pourquoi c'est important? Parce que on a affaire à un champion du monde dans une discipline extrême, dans une discipline où la préparation physique, l'entraînement physique est hyper important et où je crois qu'il n'y a pas de discipline plus importante au niveau de l'entraînement mental. Vous imaginez bien que descendre à 100 mètres de profondeur sans oxygène, en juste retenant votre respiration pendant plusieurs minutes, avec les dangers que ça implique de vie ou de mort pour une erreur d'une seconde ou quoi que ce soit, c'est la préparation mentale, psychologique, émotionnelle la plus grande qu'on puisse faire, qu'on puisse avoir, qu'on puisse concevoir dans le domaine du sport. Donc on est là à des champions du monde qui ont donc étudié avec les meilleurs psychologues, les meilleurs coachs, les meilleurs préparateurs physiques, mentales, etc., les stratégies qui existent. Umberto Pellizzari, une fois qu'il a pris sa retraite à la fin des années 90, il est devenu instructeur en apnée et pédagogue, et il a écrit des bouquins, il a continué à faire de la recherche sur le matériel, sur les stratégies psychologiques, etc. etc. Donc là, c'est lui que vous voyez, hein, vous voyez ce qu'il faut en apnée, donc il n'y a pas de bouteille, hein, là il est juste en train de plonger, on voit bien que la surface, elle est assez loin là-haut, je suppose à peu près peut-être à 20 mètres, il va se promener un petit peu, rester quelques minutes sous l'eau et puis remonter. Là, il met pas trop sa vie en danger parce qu'il est capable de remonter dès qu'il sent, mais quand on est dans des profondeurs où ils vont à 50, 60, 70 mètres, 80, et lui, il a battu les records du monde à plus de 100 mètres, sous l'eau, sans assistance respiratoire, c'est énorme. Donc, ce que ces gens-là ont à dire, ces champions du monde, c'est champions de l'extrême, ont à dire sur le schéma corporel, sur les réflexes et sur tout ce qui nous intéresse en IMP, c'est absolument majeur. Je crois qu'il y a peu de gens aussi compétents ou plus compétents que ces experts dans l'apnée de l'extrême, en fin de compte. Alors, dans son bouquin, il nous dit que le schéma corporel, c'est 5 choses. L'équilibre
et le contrôle postural. Vous comprenez bien que pour avoir un schéma corporel, il faut que je sois capable de mettre en place mes systèmes d'équilibre et mon contrôle postural. C'est la structuration et le contrôle de la latéralité dominante, comment les yeux, les mains, les pieds, les oreilles, les hémisphères cérébraux et toutes ces histoires-là se connectent, l'éducation et le contrôle de la respiration, l'éducation à la relaxation à la fois globale, l'ensemble du corps, et intersegmentaire, c'est les différentes parties du corps isolément, et la coordination dynamique globale et segmentaire, ma capacité à bouger de manière globale au niveau de mon corps et les différentes parties de mon corps. Donc ces 5 points-là, ce pentagone, cette quintessence-là, c'est ce qui permet d'avoir un schéma corporel qui, encore une fois, est crucial, quelle que soit notre discipline. Donc le premier de ces 5 points, c'est l'équilibre et le contrôle postural. Le premier de ces 5 points de ce qui forme notre schéma corporel. Donc dans son bouquin, Umberto, il nous dit que l'équilibre, c'est l'ensemble des réactions qui permettent de garder la posture droite à la fois en statique et en dynamique. Donc quoi que je fasse, je cours, je grimpe, je nage ou je reste debout en statique, eh bien ma posture reste érigée, elle reste efficace. Ça, c'est grâce aux réactions d'équilibration. Alors il nous dit ensuite que la réaction d'équilibration, c'est le labyrinthe, donc les mécanismes au niveau de l'oreille interne, la proprioception, c'est-à-dire la perception interne de mon corps dans l'espace. Exemple, là j'ai les yeux fermés et je peux toucher le bout de mon nez avec mon doigt parce que j'ai mon sens proprioceptif qui me donne cette perception interne de mon corps, plus le système visuel. Donc labyrinthe, système vestibulaire, plus proprioception, plus vision, crée ce qu'il appelle le réflexe d'équilibre. Ce réflexe d'équilibre, c'est lui qui permet le contrôle postural. Évidemment, le mot réflexe, comme vous le savez si vous nous suivez sur cette chaîne YouTube, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on va définir un petit peu, je vais faire une parenthèse sur ce que sont les réflexes et en quoi ils sont importants au niveau de l'équilibre et du contrôle postural. Et puis ensuite, on étudiera les autres points. Donc, les réflexes, pour aller très bref. Pourquoi très bref? Parce que j'ai fait tellement de vidéos sur le sujet que, allez-y, quoi. Mais en gros, si vous ouvrez un livre de physiologie, on nous dira qu'il y a 2 types de réflexes. Les réflexes non conditionnés et les réflexes conditionnés. Les réflexes conditionnés, ce sont les apprentissages. Par exemple, apprendre à nager, ici l'apnée, mais ce sont tous les apprentissages de type cognitif, scolaire, tous les gestes sportifs, jouer de la musique, mais aussi tout ce qu'on fait au niveau émotionnel, ce sont des apprentissages. La manière dont je gère mes relations au boulot, dans la vie personnelle, etc., en grandissant et tout, ce sont des apprentissages. La vie est apprentissage, on apprend tout le temps. Et ces apprentissages deviennent des réflexes. Nager, je saute dans l'eau, ça devient un réflexe. Faire du vélo, ça s'oublie jamais. Lire, si j'écris un mot devant vous, et si vous savez lire, bien sûr, vous ne pouvez pas ne pas le lire. Vous ne pouvez pas décider de ne pas lire un mot que j'écris devant vous. Parce que c'est devenu réflexe. Tous les apprentissages deviennent réflexes. L'école, ça dure très longtemps. Les apprentissages, c'est assez long parce qu'il faut suffisamment de répétitions pour que les choses deviennent automatiques et réflexes. Si je vous dis 3 x 4, automatiquement dans votre tête, vous entendez 12. C'est pas possible autrement. Mais il a fallu beaucoup d'années, beaucoup d'études, beaucoup d'efforts pour que quand je dis 3 x 4, vous entendiez 12. C'est réflexe. Ça peut pas en être autrement. Vous pouvez pas décider aujourd'hui que c'est 13 ou 11. C'est impossible. Donc ça, ce sont les réflexes conditionnés, ce sont les apprentissages. Donc là, on s'intéresse à la kinésithérapie, on veut aider quelqu'un à mieux se tenir, on fait de l'orthophonie, on veut aider quelqu'un au niveau de sa rééducation, de la psychologie, de la psychomotricité, quoi que ce soit, on est toujours, quelle que soit la thérapie ou la rééducation qu'on fait ou l'éducation qu'on fait, on est toujours dans une relation d'apprentissage. Donc c'est ça qu'on veut améliorer. Quoi qu'on fasse dans la vie, on veut améliorer nos capacités à apprendre, à grandir, à évoluer. Mais ça, là, c'est basé sur un autre groupe de réflexes qui s'appelle les réflexes non conditionnés. Et les réflexes non conditionnés, il y a les réflexes viscéraux. Donc ça, je ne peux pas contrôler mes réflexes viscéraux. S'il y a une bonne odeur de cuisine, ça va se mettre à saliver, l'estomac à gargouiller. Il y a des réflexes au niveau des yeux, du cœur, au niveau des artères, en fonction de ceci, de cela. Ce sont des réflexes contraction pupillaire et tout, ce sont des réflexes que je ne peux pas contrôler, qui sont viscéraux. Et puis il y a les réflexes, fameux réflexes archaïques, primitifs, les réflexes que nous on appelle en IMP les réflexes primordiaux, les réflexes non conditionnés du nouveau-né. Le nouveau-né, à la naissance, il a un certain nombre de réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques, le réflexe de Moreau, le réflexe d'agrippement, le réflexe de... Bref, il y a des dizaines de réflexes à la naissance, de Babinski au niveau du pied, il y a des réflexes au niveau du dos, du cou, bref, il y a des dizaines et des dizaines de réflexes qu'on étudie en IMP. Ces réflexes archaïques, ils vont se transformer, ils vont s'inhiber, puis s'intégrer pour laisser place
à ce qu'on appelle des réflexes de vie, qui sont essentiellement des réactions posturales. Donc, les réflexes archaïques sont présents à la naissance, vont s'inhiber et laisser place progressivement à ce qu'on appelle des réflexes de vie ou les réactions posturales. Dans les réflexes de vie, on a réflexes de gravité, de stabilité, d'équilibre, réflexes de redressement de la tête, etc. Et c'est basé sur toutes ces réactions-là que notre corps peut fonctionner correctement en autonomie et que les apprentissages peuvent prendre lieu. Donc on peut dire qu'en IMP, mais comme tout rééducateur, comme tout thérapeute, comme tout professionnel, on s'intéresse à améliorer les apprentissages des gens, mais la spécificité de l'IMP, c'est de s'intéresser à ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire, entre autres choses, les réflexes archaïques et les réflexes de vie. Pourquoi je dis entre autres choses? Parce que vous allez voir que ça, c'est un tout petit aspect de l'IMP, parce que le schéma corporel, ce qui nous intéresse tous, c'est bien plus vaste que juste des réflexes qu'on cherche à inhiber. Donc, les réflexes primitifs, et je veux insister là-dessus, c'est pas juste un truc qu'on veut inhiber, c'est quelque chose qu'on veut intégrer. Inhiber, ça voudrait dire l'éteindre. On peut pas vraiment inhiber un réflexe. L'enfant va inhiber des réflexes, puis les intégrer dans sa motricité globale en mettant en place des comportements plus efficaces. Si quelqu'un dit « Ah, moi, je vais vous inhiber vos réflexes », là, on est dans quelque chose qui va pas nous intéresser, parce que ça veut dire je veux juste éteindre une réaction. Ce serait comme un docteur qui dit vous avez un symptôme, je vais gommer le symptôme, mais sans vous occuper de votre santé. Ça, c'est pas intéressant. C'est comme un thérapeute qui dit non, on va pas s'occuper de vos problèmes, on va juste gommer le symptôme et on va faire semblant que. Ce serait ça inhiber un réflexe. Ah, je vais vous donner un exemple. Admettons que quelqu'un a un réflexe d'agrippement non intégré. Donc quand on touche dans sa main, il agrippe spontanément, il ne peut pas s'empêcher. Donc un enfant va tenir son stylo avec difficulté, beaucoup de tension, etc. Inhiber le réflexe, ça pourrait être je frotte, je frotte, je frotte, je frotte pour créer une saturation, puis au bout d'un moment j'ai créé une saturation, je touche dans la paume de la personne, je dis hop, c'est inhibé, bravo, j'ai fait de la super thérapie. Ça c'est de la foutaise, parce que ce qui m'intéresse, c'est quelle fonction offre ce réflexe, c'est un schème sensorimoteur, à la fois cognitif, émotionnel et postural. Ce schème doit s'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps pour donner lieu à des actions. Des actions orientées vers un but, donc de la motricité volontaire. Et ça, là, ça veut dire que le réflexe ne doit pas être inhibé, il doit être intégré. C'est tout à fait autre chose. C'est pas que le réflexe doit disparaître, il doit laisser place à un comportement plus évolué. Et justement, c'est pourquoi en IMP, il va falloir qu'on travaille avec ces 5 points. C'est pourquoi on ne se contente pas de faire de l'inhibition des réflexes, mais d'intégrer dans l'ensemble de la motricité du corps. C'est-à-dire au niveau de l'équilibre et du contrôle postural, au niveau de la latéralisation, au niveau de la respiration, au niveau de la relaxation, la capacité à se relaxer et à se coordonner. C'est tous ces points-là, entre autres, liés au schéma corporel, qu'on va prendre en compte. C'est pourquoi l'approche s'appelle intégration motrice primordiale et pas méthode d'inhibition des réflexes. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel je voulais insister. Maintenant, si on en revient au niveau de l'équilibre et du contrôle postural, qui est le premier point de notre schéma corporel, au niveau des réflexes primordiaux, il y a 2 groupes, comme je vous ai dit, il va y avoir tout un tas de réflexes archaïques qui se mettent en place chez le bébé pour initier, on peut dire, le contrôle postural et l'équilibre. C'est, entre autres, le moron, quand la tête du bébé part en arrière, il va ouvrir ses bras pour se rattraper. C'est le réflexe tonique labyrinthique qui fait que, comment il fléchit sa tête ou met sa tête en extension, ça va amener tout le corps en flexion-extension. Donc c'est comment le système vestibulaire envoie du message au système proprioceptif. On va avoir les réflexes au niveau du dos, spinal de Galen, spinal de Pérez, qui donnent le tonus postural et donc l'équilibre entre droite-gauche, avant-arrière. Et puis au niveau du pied, on pourrait citer Babinski. Il y en a plein d'autres, je vais vous donner un exemple. Ces différents réflexes, Moreau, RTL, spinal de Galen, de Pérez, Babinski, vont s'inhiber en quelques mois après la naissance et devraient laisser place à des réflexes et des réactions posturales qu'on va garder ou qu'on devrait garder tout au long de notre vie. En particulier, le réflexe de protection, les réflexes, alors je vais dire réflexe ici, au niveau des réflexes de vie, on devrait plutôt dire, c'est un abus de langage, on devrait plutôt dire réactions. Ce sont des réactions liées à la gravité, liées à la proprioception, système postural, etc. Donc on devrait dire réaction de protection, réaction de stabilité, réaction de redressement de la tête, réaction de gravité, d'équilibre, de centrage, on parle d'étoile à 6 branches, et réaction, là c'est plutôt un réflexe amphibien. Tous ces mécanismes-là doivent être présents chez tout athlète, tout enfant, tout patient qui va chez un professionnel. Il doit avoir ces réflexes présents. Et c'est une manière de faire. Si ces réflexes-là sont pas présents, il faut les activer et regarder si peut-être derrière, il n'y a pas quelques réflexes archaïques qui n'a pas été intégré et qui n'a pas pu jouer son rôle correctement. Donc vous voyez, première chose, l'équilibre et le contrôle postural chez le bébé passe par activer, exercer, utiliser un certain nombre de réflexes archaïques, puis passer le relais à un certain nombre de réflexes de vie. Et il faut s'assurer de ça, ce qu'on fait en IMP. Deuxième point majeur pour le schéma corporel.
qui est spécifique, très spécifique au niveau des humains, c'est la mise en place de la latéralité. On a deux côtés. On a nos deux mains, on sait tous qu'il y a à peu près 10% de gauchers et 80, donc 10% de droitiers, quels que soient les peuples, les cultures, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu à peu près cette proportion-là. Donc il y a cette histoire de droitier-gaucher au niveau de la main, donc que nous on connaît plutôt à l'école par rapport à l'écriture, mais il existe la même chose et cette histoire de dominance au niveau des yeux. On a une dominance de l'œil droit ou gauche, au niveau des oreilles, oreille droite, oreille gauche, et au niveau des pieds. Et c'est des exemples que vous connaissez si vous faites du sport. Si vous visez pour tirer à l'arc ou tirer au fusil, vous allez utiliser soit l'œil droit, soit l'œil gauche. Si vous regardez dans une longue vue, c'est avec le droit ou le gauche. C'est pas interchangeable. Vous avez une dominance de latéralisation qui doit se mettre en place. Même chose pour les oreilles, pour le téléphone ou pour écouter à la porte ou quelqu'un qui vous appelle derrière, qui vous dit votre nom, vous allez tourner la tête d'un côté et les bébés vont tourner plus la tête d'un côté que de l'autre en fonction de leur dominance d'oreille. Même chose au niveau des pieds, si vous devez shooter dans quelque chose ou un pied d'appel pour sauter à l'élastique comme on l'a fait à l'école quand on a appris ça, il y a une dominance. Justement, cette dominance n'est pas présente à la naissance et doit se mettre en place au fur et à mesure des mois et des années. Quand l'enfant arrive en grande section de maternelle, il doit avoir une dominance œil, main, pied et oreille. Et si c'est pas le cas, il va se retrouver dans la confusion. Souvent, on va l'amener chez l'orthophoniste qui va galérer s'il n'y a pas de la dominance, parce que l'orthophoniste va vouloir faire de la rééducation, mais si les dominances sont pas en place, ça va être une grosse galère, parce que au sens littéral, l'enfant ne sait pas sur quel pied danser. Il ne sait pas avec quel œil viser, avec quelle oreille gérer les informations qu'il reçoit, avec quelle main agir. Il est complètement confus au niveau de la réception des informations, yeux, oreilles, et au niveau de l'action dans le monde, pieds et mains. Donc ça, c'est une chose majeure. Entre autres, dans les stages d'IMP, on étudie beaucoup ce sujet-là grâce aux travaux d'un expert qui est Paul Denison, dans le stage qui s'appelle la symphonie des réflexes, qu'on a rebaptisé apprentissage, vision et latéralité, justement. Donc ce stage apprentissage, vision et latéralité, il est majeur parce qu'il faut qu'on voit tout ça. Comment se met en place la coordination oculomotrice? Comment aider un enfant, un adulte, une personne âgée, à mettre en place une dominance au niveau des yeux, au niveau des oreilles, des mains et des pieds. Et ça, c'est majeur. Le schéma corporel va dépendre aussi en grande partie de avec quel œil je vise, avec quelle oreille j'écoute préférentiellement, avec quelle main j'agis dans le monde et avec quel pied je shoote et j'avance dans la vie en quelque sorte. Si j'ai pas ça en place, je vais être dans un état de confusion et ça va favoriser beaucoup de difficultés dans la vie, aussi bien au niveau cognitif, dyslexie ou autre, que au niveau de gestes sportifs, de jouer de la musique ou autre, puisque mon schéma corporel va être affecté, puisque j'ai pas d'assurance d'un côté qui va m'assurer, un côté qui est un peu mon côté d'appui et mon côté qui va agir. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument majeur. La mise en place de la latéralité passe par un certain nombre de réflexes. Le schéma, je ne l'ai pas expliqué, c'est vu du haut, donc la droite est à droite, la gauche est à gauche du schéma, et on a les deux mains, les deux yeux, peu importe, on a deux côtés. Et tout est interconnecté entre le cerveau et les yeux, les mains, les pieds, les oreilles. Il y a un certain nombre de réflexes majeurs pour la mise en place de la latéralité chez le nourrisson. Et il y en a deux qui méritent d'être mentionnés, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont un rôle à ce niveau-là. C'est le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est présent dès la naissance, où quand le bébé entend quelque chose ou qu'il voit quelque chose d'un côté, il va tourner sa tête du côté où il regarde, où il entend, et il va étendre le bras de ce côté-là, et l'autre côté restant fléchi, l'autre côté du corps restant fléchi. Si ça l'attire de l'autre côté, il va s'ouvrir de l'autre côté. Et donc, il va initier de ce fait une coordination oculomotrice. Œil-main, qui est majeure pour la mise en place d'un œil dominant, d'une oreille dominante et d'une main dominante. Donc ça, c'est absolument majeur. Évidemment, pour stabiliser la dominance au niveau des mains et des pieds, il va y avoir d'autres réflexes. Il va y avoir des réflexes au niveau des mains, agrippement palmaire, au niveau des pieds, agrippement plantaire. Donc ça va être majeur et c'est des choses que, évidemment, il faut connaître et il faut pouvoir observer et remodeler, rééduquer. Pour ça, on va avoir pas mal de choses. Des jeux de coordination, à l'aide de sacs de grains, par exemple. C'est des petits sachets où on va faire de la coordination. C'est génial pour les enfants et les personnes âgées. On va avoir des procédures et des remodelages de latéralisation.
Et on va avoir beaucoup de mouvements dits de croisement de la ligne médiane et de coordination oculomotrice. Et ça, c'est absolument majeur d'avoir un bagage de tout ça. On va pas se contenter de dire « ouais, je vais intégrer ou inhiber le réflexe asymétrique du cou et l'agrippement, et puis par magie, la latéralité va se mettre en place ». Non, les psychomotriciennes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les éducateurs sportifs le savent bien. S'il s'agissait juste d'inhiber un réflexe et puis tout par magie se met en place, ce serait révolutionnaire et tout le monde le saurait aujourd'hui. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire de l'intégration motrice primordiale. Il faut tenir compte de ce que les réflexes ont à nous dire, mais qu'est-ce qu'on construit autour, au niveau du schéma corporel, au niveau de procédures de latéralisation, du croisement de la ligne médiane, de la coordination oculomotrice, etc. Ensuite, troisième point majeur, l'éducation et le contrôle de la respiration. Pourquoi c'est si important la respiration? La respiration, évidemment, c'est un réflexe archaïque. C'est-à-dire que le bébé, au moment où il est en contact, où son appareil respiratoire est en contact avec l'air, il se met à respirer, il prend sa première respiration, il va respirer même s'il dort, même s'il est évanoui, même s'il est en coma léger, en coma profond, il faudra une assistance respiratoire, parce que là, on a des atteintes au niveau du cerveau qui sont trop grandes, jusqu'à notre dernier souffle. Et on va donc expirer et mourir. Mais ce réflexe respiratoire, c'est une fonction, tout le monde le sait évidemment, qu'on peut contrôler. Là, je parle d'apnée. Vous vous rendez compte que les apnéistes sont capables de retenir leur respiration sous l'eau pendant plusieurs minutes. Et donc nous, on a tous cette capacité à retenir notre respiration. Et c'est pas pour rien. Il y a plein de raisons, on pourrait dire phylogénétiques, en lien avec les espèces, pour lesquelles nous, on est construit pour retenir notre respiration. On peut dire que l'humain est un singe marin, un chimpanzé marin, comme dirait Michel Audin, le célèbre docteur Michel Audin, qui était un fervent défenseur de l'hypothèse du singe marin que nous sommes, du chimpanzé marin que nous sommes, c'est-à-dire qu'on est adapté par plein de mécanismes pour vivre dans l'eau. Et l'humain est devenu ce qu'il est en longeant les côtes, avec son grand rôle qu'il a, sa grande relation qu'il a établie avec les océans et avec la mer, qui nous a permis de survivre. Toute vie vient de la mer, bien entendu, et nous en particulier, une relation très profonde avec l'eau, et on a plein de réflexes, plein de mécanismes qui nous permettent, entre autres, de retenir notre respiration, justement pour nager. Vous le savez, ça existe chez le bébé. Si je jette un bébé dans l'eau, jusqu'à quelques mois, il va avoir un réflexe d'apnée, et des réflexes natatoires d'ailleurs, et un réflexe d'immersion, ce sont trois réflexes différents, qui fait qu'il va être capable de retenir sa respiration, nager et s'adapter à cet environnement aquatique. On peut même faire des accouchements, des naissances dans l'eau, ça existe. Voilà. La respiration, ça va être absolument majeur de le travailler. Pourquoi? Parce que le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, est en lien avec toutes les chaînes musculaires du corps. Et donc si je bloque le diaphragme, je bloque toute la motricité du corps, toute la statique du corps, toute la posture du corps. Vous le savez bien, les kinésithérapeutes savent que c'est un point crucial. Les orthophonistes savent que c'est un point crucial. Les éducateurs, les chanteurs, les sportifs, tout le monde sait que la respiration est un point crucial. Les thérapeutes, les psychothérapeutes savent que la respiration est un point crucial. Aujourd'hui, dans les thérapies cognitives et comportementales modernes, on enseigne à tous les patients, à tous les gens qui viennent en psychothérapie, des techniques de respiration. Et le fait de pratiquer ces techniques de respiration a un impact majeur sur nos émotions. Et c'est un des meilleurs moyens de gérer nos émotions, de calmer notre stress, d'avoir un effet sur l'anxiété, etc. Donc, par rapport à notre schéma corporel, notre conscience corporelle et émotionnelle, il faut être éduqué et savoir contrôler sa respiration. Et là, il y a plein de mécanismes. Alors, je vais faire une autre parenthèse, je vais faire une petite parenthèse sur les réflexes, je fais une autre parenthèse. Nous, on a travaillé, et on continue toujours à travailler avec cet éducateur physique sportif connu internationalement, qui a écrit plusieurs bouquins, on en a traduit un, s'appelle « Réinitialisez-vous, retrouvez votre force originelle et intégrez vos réflexes par le mouvement », qui est Tim Anderson. Sa méthode s'appelle « Original Strength ». Force originelle. Comment retrouver la force originelle? C'est la force du bébé, par les mouvements primordiaux. Et il a mis au point ce qu'on appelle des réinitialisations, ou en anglais, il emploie le mot des resets. On repasse par la motricité du bébé pour retrouver notre force originelle. Donc c'est très lié à nos histoires de réflexes et tout et tout. Il a 5 catégories de reset. Je ne vais pas vous les étudier maintenant, vous les passer en revue maintenant, et j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. La première catégorie de reset, c'est la respiration. Donc en IMP, puisqu'on est certifié et qu'on fait venir régulièrement Tim Anderson, au moins tous les 2 ans, on le fait venir en France et on le traduit, on va travailler sur ces différents resets, et en particulier, on va utiliser le premier reset,
avec donc plein de variantes autour de la respiration, pour retrouver une respiration naturelle comme a le bébé. Tout le monde dit, regardez les bébés, ils respirent bien, les bébés, ils ont une respiration qui est libre, qui est réflexe, qui est ample, qui est diaphragmatique, etc. Eh bien, en OS, c'est le nom de la méthode Original Strength, en OS, eh bien, c'est ce qu'on fait. On va travailler ce diaphragme, cette respiration, par des resets, et on va l'enseigner et l'utiliser, nous, en IMP. Donc ça, pour le schéma corporel, la respiration, c'est majeur. Alors, c'est pas tout. Quatrième et avant-dernier pilier de notre quintessence de schéma corporel, c'est la relaxation. La relaxation à la fois globale, détendre son corps de manière globale, et segmentaire, les différentes parties du corps. Alors pour ça, en IMP, on va utiliser 4 trucs géniaux. On va utiliser ce qu'on appelle les mouvements rythmés, certains appellent ça des mouvements rythmiques, et que nous on préfère appeler des bercements. Là c'est vraiment une relaxation très globale, on va bercer les personnes, là il y a une image. Ludivine me berce par les pieds, par les genoux, pardon, mais ça peut être par les pieds, par le bassin, ça peut être sur le ventre, ça peut être sur le côté, ça peut être sur le dos. Il y a aussi des auto-bercements qu'on fait. C'est quelque chose qui va apporter énormément de relaxation. Et puis nous, en IMP, on a développé des bercements, on va travailler sur des segments. On va regarder comment la personne bouge quand on la berce, et on va aller apprendre à libérer là où il y a des tensions. Donc on va pas se contenter de faire, comme il se fait plus classiquement, des bercements globaux, on va aussi bercer par segments pour aller libérer les tensions dans des zones spécifiques, entre les épaules, au niveau du bassin, au niveau des mollets, des chevilles, des pieds, des bras, des mains, etc. Donc on va avoir ce travail spécifique. On va avoir aussi, en IMP, on va travailler beaucoup, et ça, je pense que c'est quelque chose de majeur, et on a fait beaucoup de vidéos sur le sujet, les automassages. Utiliser des ballons, des balles, des rouleaux et des bâtons d'automassage pour aller libérer les tensions dans le corps. Si on accumule des tensions, comment voulez-vous que je me relaxe ? Si j'ai des tensions corporelles, mon schéma corporel est affecté. J'ai des raccourcissements, j'ai des compensations, j'ai éventuellement des douleurs, et donc il va falloir, au fur et à mesure des jours, libérer ces tensions. Soit parce qu'on est trop sédentaire, on accumule des tensions liées à la rigidité, au manque de mouvement, soit si on fait beaucoup d'entraînement sportif, on peut aussi accumuler par le geste sportif des tensions. Dans les deux cas, on bénéficie tous de massages. Alors, si on est marié à un kiné, une kiné ou un masseur et qui nous en fait tous les jours, eh bien, vous êtes le plus chanceux des hommes et des femmes. Mais sinon, vous pouvez avoir le masseur à domicile, qui est le rouleau, le bâton, les balles, etc., que nous, on va utiliser, et on va enseigner ça, en particulier dans un cours qui s'appelle Au cœur du mouvement, où on va enseigner des automassages de tout le corps, pour libérer toutes les tensions qu'on peut accumuler, les tensions résiduelles, etc. Ça, c'est majeur pour un bon schéma corporel. Deux autres choses qu'on utilise et qui sont majeures. Un, les intégrations tactiles. Ça, l'intégration tactile, c'est aller réveiller le schéma corporel en suivant certains schèmes très précis. Il y a des dizaines de schèmes qu'il faut connaître, liés au développement du bébé, des schèmes fonctionnels, ou on devrait dire plutôt des schèmes développementaux, liés au développement du bébé, qu'on enseigne en IMP, le schème, par exemple, de l'étoile à 6 branches, les connexions nombril-bouche, nombril-sacrum, nombril-bras, nombril-jambes. En psychomotricité, on dit souvent que le développement se fait en céphalo-caudal et en proximo-distal, donc on va aller travailler ça en tactile par différentes techniques. On va avoir des tas d'autres procédures au niveau du visage, au niveau du corps, des mains, des pieds, de la colonne vertébrale. Ça, c'est absolument génial pour tout le monde. Évidemment, tout le monde va bénéficier au niveau de son schéma corporel de travail tactile, mais aussi, c'est essentiel à connaître si on travaille avec des bébés, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des femmes enceintes, où le schéma corporel il évolue très très vite. Et donc ça va être majeur. Et puis, on va utiliser une méthode qui nous vient de chez Thomas Hanna, qui s'appelle des pendiculations. On va aller travailler les amplitudes musculaires depuis le raccourcissement le plus grand jusqu'à l'extension la plus grande pour réveiller ce qu'on appelle les amnésies sensorimotrices et pour passer d'une amnésie sensorimotrice à une conscience sensorimotrice. Vous comprenez bien que si dans le corps, il y a des amnésies sensorimotrices parce qu'il y a des régions du corps que j'utilise plus suffisamment, pas correctement, que je suis assis toute la journée, etc. Il y a des zones du corps qui arrêtent de travailler correctement et ça va créer des compensations. Et pour ça, il y a des mécanismes très importants, des exercices très importants qui s'appellent des pendiculations. On va aller pouvoir reprendre conscience de ces zones amnésiques et les libérer. Bien sûr, les intégrations tactiles aident à ça, les automassages aident à ça, mais les pendiculations, c'est un peu le travail chirurgical pour lever les amnésies sensorimotrices. Donc ça, c'est des choses qu'on a étudiées, entre autres en se formant à la méthode de Thomas Hanna, qui s'appelle l'éducation somatique, et
on a traduit le livre pour faire connaître ça en France, le mythe du vieillissement. Vous voyez, il est sous-titré les 3 réflexes de stress et l'amnésie sensorimotrice, parce qu'on va accumuler des mécanismes de stress dans le corps, des réflexes de stress dans le corps, et il faut les libérer pour libérer les amnésies sensorimotrices et amener plus de conscience sensorimotrice. C'est valable pour toute la vie, et en particulier au niveau du vieillissement, parce que en vieillissant, après la quarantaine, on accumule des tensions, et si on n'y fait rien, ça va se payer forcément un jour. On a aussi traduit un livre qui est, à mon avis, à ma connaissance, le seul sur les automassages au rouleau. Alors, ça manque de livres sur les automassages à la balle, au bâton, et bon, c'est pour ça que, et au ballon, c'est pour ça qu'on a fait plein de vidéos sur notre chaîne YouTube, et en tapant automassage, au pluriel, avec un S à la fin, .fr, on a plein de vidéos sur toutes ces techniques d'automassage. Mais on a sorti un livre sur spécifiquement les automassages au rouleau, et ça, c'est particulièrement important par rapport au schéma corporel, bien entendu. Alors, dernier point pour le schéma corporel, évidemment la coordination. La coordination dynamique du corps, la capacité à se mettre en mouvement, à faire des mouvements volontaires, à apprendre des gestuels, à jouer de la musique, à grimper, à sauter, à courir, etc. Aussi bien au niveau global du corps que intersegmentaire, les différents segments du corps, d'apprendre à coordonner mes doigts pour jouer du piano et puis ensuite travailler mon corps de manière globale. Dans tout apprentissage de la danse, de la musique, du sport, de l'écriture ou quoi que ce soit, on a des choses qui sont au niveau segment corporel très fin, très précis, on fait de la répétition, et puis il y a ce fonctionnement global du corps qui doit se mettre en place. Vous comprenez bien que quand vous nagez, vous utilisez des mouvements au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du dos, au niveau de la nuque, c'est un travail global, mais en même temps, quand on fait de la natation, on apprend à travailler le mouvement de la tête, isolément des mains, isolément des pieds, et puis on fait des battements de pieds en tenant une planche, et puis des battements de mains en bougeant pas les pieds, etc., etc. C'est valable pour apprendre à danser, c'est valable dans les arts martiaux, c'est valable dans tout. On segmente les choses, mais ensuite il y a un travail global. Là, ça c'est quelque chose de majeur, cette coordination. Il y a plein de professionnels qui font ça. Apprenez le tai chi, apprenez le yoga, bien sûr on fait tout ça. Alors en IMP, on a tout un tas de jeux, tout un tas d'activités de coordination et tout un tas de mouvements fondamentaux et des mouvements basés sur le développement du bébé. Donc de comprendre toute l'évolution du développement du bébé depuis ce qui se passe au niveau embryonnaire, période fœtale, naissance, ce qui se passe après la naissance dans les premières heures, premières semaines, premiers mois, c'est essentiel de comprendre tout ce développement-là pour ensuite, quand on travaille avec quelqu'un, quel que soit son âge plus tard, sportif de haut niveau, quelqu'un qui a des douleurs, je pense aux kinés, aux ostéos et tout, ou un orthophoniste qui veut faire de la rééducation et tout, le fait de connaître tout ce développement-là va nous permettre d'agir à ces différents endroits-là, de comprendre, de regarder, entre autres, via différentes observations, dont les observations de réflexes archaïques et de réflexes posturaux, les réflexes de vie, de regarder ce qui se passe dans le développement de la personne et de pouvoir fournir des mouvements fondamentaux, des mouvements développementaux pour pallier aux insuffisances de la personne. Entre autres, on a étudié et on a fait venir Frank Forensich des États-Unis, qui est un expert, un des piliers de ce qu'on appelle le courant paléo aux États-Unis puis dans le monde. Il a écrit Manuel pour bouger à la rencontre de son animal exubérant. Et puis on a fait venir aussi en 2003 Brendan O'Hara, qui est un expert au niveau du mouvement, de la musique, de la petite enfance et des réflexes, pour intégrer les réflexes par des mouvements, des chansons et des jeux. Et ça, c'est des choses qu'on va enseigner en IMP, bien sûr. En résumé, il y a 5 points qui forment notre schéma corporel. L'équilibre de la posture, la latéralité, la respiration, la relaxation et la coordination. Et ce qu'on veut, c'est pas se contenter d'inhiber les réflexes, mais d'offrir une véritable intégration motrice primordiale. Et ça, j'espère que vous l'aurez compris. Ça, là, cette quintessence, c'est majeur, quel que soit notre métier, quelle que soit notre manière d'interagir avec les gens, d'avoir la compréhension de ces 5 points-là, comment ça fonctionne. Évidemment, là, c'est une mini-conférence qui vous balance ça de manière très résumée, etc. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut étudier, voir les interactions entre tous ces points-là, toutes les manières d'agir sur l'équilibre, la posture, la latéralité, la respiration, la relaxation, la coordination. Il y a évidemment des moyens qui touchent plusieurs à la fois, des outils qui font plusieurs choses à la fois, etc. Donc ça, c'est majeur. Cette représentation mentale, émotionnelle et corporelle de nous-mêmes, ce schéma corporel, quelles que soient nos professions, sont essentiels. Donc, je vous invite à aller regarder le site reflex.org, quel que soit votre métier, kinésithérapeute, psychomotricienne, ergothérapeute, tous les métiers de rééducation, tout le monde du sport, tout le monde de la thérapie, etc. Vous êtes bienvenus en IMP, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et il y a 2 portes d'entrée en IMP pour apprendre tout ça et commencer à développer votre schéma corporel et à comprendre comment ça fonctionne et aider les gens à développer leur schéma corporel dans vos professions respectives. C'est soit commencer par le cours L'alphabet du mouvement, il y a plusieurs dates dans l'année,
ou par le cours au cœur du mouvement. Le cours au cœur du mouvement, on n'étudie pas les réflexes et tout, mais on apprend à travailler les resets, libérer les tensions corporelles à l'aide des automassages et différentes techniques de rééducation de l'ensemble du corps. Donc c'est un cours particulier, comme son nom l'indique, pour aller au cœur du mouvement. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a intéressé. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter, à poser des questions en commentaire sur notre chaîne YouTube ou contactez-nous. Et j'espère à très bientôt.